Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, on va faire la troisième et dernière partie de la séance sur l'agriculture dans les espaces ruraux. Donc comme je vous disais, on va voir les limites et les critiques du modèle productiviste et ses alternatives, en commençant par les critiques et notamment les critiques économiques. La critique économique, c'est un peu la critique de l'efficacité, puisque on est quand même au constat où on arrive la production agricole, en fait, dans le monde, pourrait nourrir 12 milliards de personnes, alors, qu'on a, je vous rappelle, 820 millions de personnes qui sont sous-alimentées. Donc pourquoi n'arrive-t-on pas à nourrir tout le monde alors qu'on produit assez? Et là, c'est, le modèle, économique qui pose des problèmes, à plusieurs aspects. Bah, pourquoi? Déjà, le 1er problème, c'est les pertes alimentaires. La FAO, en 2019, elle estime que 13,8 de la nourriture produite est jetée avant même d'être vendue. Et si on ajoute le gaspillage, donc si on prend en compte tout, hein, de la vente à la consommation, donc les 13,8 plus le gaspillage des gens qui achètent et qui jettent, on estime que un tiers de la production, alimentaire est jetée. Voilà, donc c'est colossal. Heu, Pourquoi? Il y a plusieurs explications. Déjà, c'est triste, mais parce que, il y a des fruits et des légumes qui sont mis de côté parce qu'ils n'ont pas le bon calibre. C'est-à-dire, ils n'ont pas la forme, attendue, et donc ils sont pas vendus dans les magasins, parce qu'ils correspondent pas à, ce qu'on attend d'eux, à des légumes et des fruits calibrés. Donc là, vous avez une campagne de publicité pour essayer de mettre en valeur les fruits et les légumes moches. Mais voilà, c'est un problème vraiment de calibre, ils sont pas assez beaux, donc on les jette, et voilà. Donc ça, c'est un premier problème. Il y a un problème de stockage aussi. Ça, il y a un rapport de la FAO qui indique qu'en Afrique subsaharienne, il y a un problème de stockage puisque les excédents de la production sont stockés, mais pas toujours dans des espaces qui sont, adéquats pour leur conservation. Ils peuvent être stockés dans des silos en bois, donc soumis aux intempéries, aux micro-organismes, aux rongeurs, et donc ça crée, des pertes alimentaires. Et ça, ce problème de stockage est variable selon les régions du monde. Il est, aussi assez fort en Asie centrale et du Sud, avec plus de 20 de gaspillage estimé pour les raisons de stockage. En Europe, un peu moins, 15. Australie et Nouvelle-Zélande, 6. Enfin ça, c'est, pardon, ces chiffres, c'est le gaspillage total, c'est pas juste, le stockage. Autre problème qui explique qu'on produit, mais qu'il y a des gens qui meurent de faim, c'est l'accès financier. En fait, oui, la nourriture est produite, mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter cette nourriture. Donc c'est un autre, problème. Et cet accès financier, ça, enfin, ce problème est en fait renforcé par, ce qu'on appelle la volatilité des cours des prix agricoles, c'est-à-dire la variation des prix, des productions agricoles. Heu, Par exemple, suite à de mauvaises récoltes liées à des conditions climatiques, elles peuvent être amplifiées, ces mauvaises récoltes, enfin le manque de nourriture, par la spéculation boursière, c'est-à-dire des gens qui vont, hem, spéculer sur le fait que les prix vont augmenter, ce qui va les faire augmenter d'autant plus, et ça crée des crises majeures. Par exemple, là, vous avez, 2 exemples sur ce graphique. Il y en a eu en 2007-2008, puis en 2010-2011, qui ont conduit à des famines, avec des records sur le prix du blé, qui ont conduit à des émeutes de la faim, par exemple, en Algérie. Donc on a un vrai problème sur, la variation des prix qui peut faire en sorte qu'une ressource accessible une année ne l'est plus l'année d'après. Et ça, c'est encore accentué par le réchauffement climatique qui menace certaines cultures. Par exemple, certaines cultures de céréales comme celle de l'orge, donc la production de bière. Si vous avez besoin, d'un argument de plus, pour vous mobiliser pour le climat, dites-vous que, vous risquez de voir disparaître la production de bière si on ne peut plus cultiver, de l'orge à cause du réchauffement climatique. Donc ça, c'est un autre aspect, cette volatilité des prix. Et un dernier aspect, qui est vraiment pour le coup, vraiment intrinsèque, qui vient vraiment du modèle productiviste, c'est parce que, comme l'objectif c'est de produire toujours plus, ça conduit à des surproductions. Or les surproductions, ça veut dire qu'il y a trop par rapport au marché qui ne peuvent pas écouler, donc ça crée du gaspillage. On ne peut pas vendre tout ce qui a été produit, et en plus ça accentue la variation des prix dans le temps. Voilà pour les limites, on va dire, sur la question vraiment, du modèle économique. On a aussi des limites
environnementales qui sont très importantes. Sur, ce graphique, vous avez, l'idée de enfin la pression anthropique, c'est-à-dire la pression que l'homme fait peser sur, l'environnement. Elle se fait de 2 manières. D'une part, c'est la Terre produit des ressources qui sont consommées par les sociétés, et donc il y a une première pression qui est liée au prélèvement des ressources. Ces ressources peuvent être renouvelables comme l'eau, le bois ou non renouvelables comme les hydrocarbures. En tout cas, elles sont consommées par les hommes. Et la deuxième pression sur l'environnement, c'est que les hommes, en consommant ces ressources et en faisant leur vie, produisent des déchets. Donc déchets, ça peut être très large, ça peut être des pollutions, ça peut être des gaz à effet de serre, ça peut être plein de choses qui sont émis dans l'environnement et qui doivent être recyclés, par la terre pour éviter les problèmes. Or, les modèles d'agriculture productiviste, alors ils se concentrent sur ce problème-là, produire assez de ressources pour nourrir tous les hommes, et ils y arrivent actuellement, on a dit, pas tout à fait, mais pas si mal. En revanche, ça se fait au détriment de la production de déchets qui est extrêmement importante. Et c'est ça qu'on va détailler en fait. Toute la question de ce que les modèles productifs ont pour conséquence sur l'environnement, de ce point de vue-là. Donc on peut en citer plusieurs. Déjà, il y a la question des pollutions. Il y a des la En fait, l'agriculture est un secteur qui pollue énormément, qui fait des rejets dans l'eau et dans l'air. Par exemple, les élevages, en batterie, les élevages hors sol, quand ils sont intensifs, ils rejettent des nitrates et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en grande quantité. Ça peut être aussi lié aux intrants, aux pesticides ou, aux engrais, aux déjections d'animaux, et ça a des conséquences. Par exemple, ici, vous avez, des algues vertes, en Bretagne, une région en France où une implantation très forte de l'agriculture intensive et où les rejets agricoles, conduisent à la prolifération de ces algues sur les par exemple ici sur les plages, qui peuvent être quand même un peu toxiques. Donc voilà, ça c'est une des conséquences des pollutions. Autre problème de l'agriculture productive, c'est qu'elle a pour conséquence l'érosion des sols. Alors l'érosion des sols, elle arrive pour, de plusieurs causes. Déjà par exemple du surpâturage, s'il y a trop, d'élevage sur une zone, ça bah, c'est les animaux mangent toutes les plantes qui sont dessus et donc il y a plus de plantes qui permettent de maintenir le sol. Ça peut être lié au déboisement, si on coupe les forêts, à la surexploitation de certaines parcelles, et ça fait disparaître la couche arable. Arable, ça veut dire fertile. Arable, fertile, voilà. Je ne l'ai pas écrit, donc j'espère que vous voyez. Et on considère que un tiers des terres cultivables dans le monde perdent leur couche arable plus vite qu'elles ne la régénèrent. Donc ce qui veut dire que, bah, on a une dégradation de la qualité des sols. Mais non seulement c'est une dégradation de la qualité des sols, mais ça peut avoir des conséquences assez fortes. C'est pas juste une baisse des rendements, ce qui est le premier aspect, mais ça peut même aller jusqu'à, créer des tempêtes de sable parce que les sols qui se retrouvent nus, sans plantes pour les maintenir, bah, quand il y a des vents forts, bah, ça fait des tempêtes comme vous pouvez voir ici en Mongolie. La Mongolie est très touchée par voilà, cette baisse des rendements, liée à l'érosion des sols et aux tempêtes de sable, mais aussi c'est le cas par exemple à Haïti ou au Lesotho. Donc voilà, ça touche plusieurs pays. Dans la même logique, on assiste à un appauvrissement des sols puisque, on a, une sélection, des cultures les plus efficaces, donc ça a tendance à créer des monocultures, donc c'est tout le temps la même plante qui est cultivée sur la même parcelle, donc les sols s'appauvrissent, et en plus, ça a des conséquences, ça fait évoluer les insectes ou les bactéries qui s'adaptent à ces cultures, et ce qui amène à des incertitudes sur, par exemple, les allergies ou les risques de maladies futures, donc des conséquences à long terme imprévisibles. Ensuite, également le problème de l'épuisement des ressources. Les la culture les agricultures productivistes sont très consommatrices en ressources, par exemple en eau. Heu, beaucoup de par exemple, on parlait du maïs. Le maïs consomme énormément d'eau et donc cette eau, elle est puisée, et ça peut conduire à l'épuisement des nappes phréatiques à cause de la surexploitation pour l'irrigation. Ça peut aussi détourner, les eaux, d'irrigation, sur seulement certaines zones. C'est le cas, par exemple, en Californie, mais aussi en Arabie Saoudite. Ici, vous avez une photographie absolument fascinante
enfin de parcelles cultivées au milieu du désert en Arabie Saoudite. Hem, mais le problème, c'est que en fait, l'Arabie Saoudite est en train d'épuiser et a épuisé une très, très grande partie, en fait, de la nappe phréatique dont elle se servait pour irriguer ses exploitations et comme vous voyez ici, la production de blé, après avoir augmenté, est en fait en train de chuter à cause de l'épuisement des ressources en eau. Donc là, alors qu'à un moment l'Arabie Saoudite était autosuffisante en blé, ce n'est plus le cas à cause de l'épuisement des ressources par, l'agriculture productive, parce qu'on est quand même à, vouloir cultiver dans le désert, effectivement, c'est consommateur et effectivement, les ressources ne le permettent pas forcément. Autre problème de l'agriculture productive, la dégradation de l'environnement. Alors, on a parlé des défrichements au Brésil, effectivement, la déforestation, c'est une des conséquences importantes. Et puis, une autre conséquence, il y en a beaucoup, c'est le risque de crise sanitaire qu'on appelle des épizooties, c'est des maladies qui touchent des animaux. Heu, c'est des épidémies animales. Une épizootie, c'est une épidémie parmi les animaux et on a connu la crise de la vache folle, entre les années 80 et 2000 et qui était à la base une épizootie, donc qui, était la tremblante du mouton, une maladie qui touchait les moutons et en fait, pour réduire, les coûts d'alimentation des bovins, ils donnaient des farines animales, faites à partir de carcasses de moutons dont certains étaient contaminés, qui ont servi à nourrir des bœufs, des vaches, donc avec des farines animales, c'est pas très logique, donc ça posait en plus d'autres problèmes. Mais ils sont, enfin, ça a transmis la maladie qui en fait s'est ensuite, transmis à l'homme, par la, consommation de bœuf contaminé. Donc ça a été un peu une crise, un scandale sanitaire et ce que ça montre, c'est que la logique de réduction des coûts d'alimentation pour les bovins a conduit à des problèmes sanitaires. Et enfin, je vous avais dit qu'on en reparlerait. On va peut-être pas trop approfondir parce que le cours est déjà long, mais la question autour des OGM. Les OGM ont des arguments en fait favorables et défavorables et bon, je vous laisse vous faire, votre propre avis sur, ce débat. Mais donc dans les arguments pour les OGM, heu, c'est que, on est capable de contrôler, les risques de dissémination, c'est-à-dire le fait que les OGM se répandent. Hem, les gens qui sont pour disent aussi qu'il n'y a pas de danger pour la santé humaine et le dernier argument, peut-être, le plus important du point de vue, agricole, c'est que ça permet la mise en culture de terres qui sont peu favorables, et donc d'augmenter la production pour nourrir des hommes qui en ont besoin. Contre, des arguments aussi et notamment celui de risque de pollution génétique, hein, qui contredit un petit peu, le 1er de celui qui sont pour, puisque en fait les OGM, une fois qu'ils se répandent, en fait, ils contaminent les autres cultures du même type qui sont pas OGM et qui deviennent OGM. Donc ça risque de faire disparaître des espèces naturelles s'ils se répandent trop. L'autre problème, c'est que ça va encourager la monoculture, donc d'espèces OGM, suroptimisées et donc ça va conduire à l'appauvrissement des terres. Et puis, il y a un argument plus social qui est le maintien, du monopole de grands groupes industriels comme Monsanto qui commercialisent, les semences OGM et donc ça se fait au détriment des petits producteurs. Donc des arguments pour et contre. Si ça vous intéresse, il y a un documentaire Arte qui est, sorti sur, les OGM pour, justement réfléchir à ces questions-là. Voilà, mais moi je vais m'arrêter ici et je vais voir la question des limites sociales. Quels sont les arguments qui s'opposent au modèle productiviste du point de vue social? Eh ben, le problème de ce modèle productiviste, c'est que, il a la mise en concurrence des différents espaces. C'est très bien pour les espaces qui sont, gagnants, qui sont, les plus, compétitifs dans la mondialisation, mais c'est, problématique pour les autres espaces et ça entraîne une précarité croissante des agriculteurs. La volatilité des prix, la variation des prix a favorisé les grandes, firmes transnationales agroalimentaires qui sont beaucoup plus résistantes que les petits agriculteurs et ça touche les pays du sud, mais aussi les pays des nord, hein, pays développés, pays en développement et ça a des conséquences. Par exemple, on constate, des suicides d'agriculteurs, qui sont nombreux. Par exemple en France, vous savez peut-être, on a un corps de métier qui connaît une surmortalité par suicide. À peu près, on estime entre 10 et 15 de plus que les autres corps de métier. Donc ça montre une certaine détresse, sociale, de ces agriculteurs et c'est le cas aussi en Inde.
Alors j'ai trouvé les chiffres pour, la province du Maharashtra, qui est une province, à côté de Mumbai, où, il y a une culture du coton et suite à l'ouverture économique de l'Inde et donc la concurrence qui a conduit à une mutation des systèmes agricoles en favorisant justement les OGM, et en déstabilisant le tissu, agricole. Là, il y a eu une multiplication, en 10 ans entre 1995 et 2005, une multiplication par 4 des suicides d'agriculteurs dans cette région. Donc ça montre bien la précarité, de certains agriculteurs. De plus, la diffusion des agricultures productives, elle conduit à la concentration des terres, c'est-à-dire que c'est la même personne qui possède plein de terres et ça renforce la pression foncière et donc la difficulté d'accès à des terres pour de nouveaux agriculteurs, par exemple. Avec un phénomène d'accaparement des terres, c'est-à-dire que, c'est l'achat ou la location de terres agricoles par des entreprises étrangères qui viennent, investir, spéculer sur ces terres agricoles et ça se fait au détriment des petits agriculteurs locaux. Donc aussi des problèmes sociaux. Ce qui nous amène à la dernière, sous-partie, de cette séance de ce CM, avec la question de la durabilité. Je vous avais dit 3 modèles agricoles et il nous restait à voir la question de l'agriculture durable, puisque, la durabilité, c'est une préoccupation qui est croissante et qui touche notamment les pays développés, mais qui se diffuse quand même dans le reste du monde progressivement. Alors pour être durable, une agriculture doit respecter plusieurs critères. Elle doit respecter, l'environnement déjà, elle doit être économiquement rentable, sinon ça n'a aucun sens. Elle doit être saine, du point de vue de la santé et enfin elle doit assurer un revenu suffisant aux agriculteurs qui la produisent. Donc elle doit être, voilà, permettre, enfin, vous voyez le développement durable, enfin peut-être que vous voyez pas, mais le développement durable, c'est l'association, de la soutenabilité, donc du fait que ça puisse se perdurer longtemps entre le secteur environnemental, économique et social et donc là, ces 3 aspects, doivent être, validés par une agriculture durable et donc ça apparaît, cette agriculture durable, comme un contre-modèle face aux excès du productivisme. Elle est défendue, par des militants bien sûr, mais aussi par des chercheurs et même des organismes internationaux, hein, spécialisés dans l'agriculture comme la FAO. Cette agriculture durable, elle se traduit par, un changement des pratiques dans 2 grands domaines, celui de la production et celui de la consommation et donc on va détailler ces 2 domaines. Déjà, un changement des pratiques dans la production et à l'intérieur de la production, plusieurs axes. Déjà, ça veut dire, une agriculture durable, un changement de production, c'est un développement de l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire des pratiques d'exploitation qui n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement. Par exemple, c'est le cas de l'agroécologie. Je vous ai mis ici une infographie qui présente, des principes d'agroécologie. L'idée, c'est de limiter les intrants, favoriser la diversité des espèces, contribuer au système alimentaire local, enfin c'est qui prend plusieurs aspects pour produire en respectant, l'environnement et les différents aspects de l'agriculture durable. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, ça peut être le développement d'un commerce équitable. Souvent ça concerne les pays en développement, mais toujours, en lien direct avec les pays développés. L'objectif, c'est de proposer des alternatives aux, FTN, aux firmes transnationales, aux conglomérats agroalimentaires internationaux, pour sortir de ces grandes, entreprises et souvent, ce commerce équitable est associé à une agriculture biologique. L'agriculture bio, c'est celle qui n'utilise, pas d'intrants, dans sa production. Elle garantit, enfin le commerce équitable garantit aussi une rémunération au producteur local et essaie de réduire le nombre d'intermédiaires pour qu'elle reste viable. Et enfin, troisième aspect de la production qu'on va étudier ici, c'est la mise en valeur des terroirs, pour relocaliser. Je vous disais, il y a une déterritorialisation, de la production avec la mondialisation. Là, l'idée, c'est de reterritorialiser la production agricole, en remettant en valeur, les spécificités territoriales, en associant une production à un territoire donné et ça passe souvent par des labellisations. En France, on a les AOC, AOP, en Europe, les IGP et ça existe dans d'autres pays. Là, je vous avais un exemple, pour le lait et pour, les vins, où il y a, beaucoup d'AOC, maintenant c'est des AOP, en France. Donc ça, c'est pour l'aspect production, mais il y a également des changements à envisager du point de vue de la consommation.
Et ça, ces changements du point de vue de la consommation, il y a sont en train un petit peu de se faire. Par exemple, il y a un essor de la demande de qualité dans les pays, les plus riches notamment, qui explique le développement de l'agriculture biologique. Donc je vous disais sans intrants et ça, c'est une réaction, c'est une volonté de manger plus sain, puisqu'il y a une prise de conscience progressive des conséquences sur la santé, de la qualité de l'alimentation. Et c'est par exemple une conséquence des crises sanitaires comme la vache folle, mais aussi plus récemment de scandales comme le glyphosate, du Roundup, de l'herbicide et de pesticide de Monsanto. Donc, essor de la demande de qualité qui permet le développement de l'agriculture bio et aussi une volonté de reterritorialisation, pardon, je redis, et qui se voit par la volonté de favoriser les circuits courts. Alors pas courts comme le commerce équitable où on garantit à des producteurs, de l'autre bout du monde, mais courts comme, local. L'objectif, c'est de réduire l'impact environnemental, des longs trajets, soutenir l'agriculture locale, réduire les coûts aussi, en diminuant le nombre d'intermédiaires. Puisque, dans les pays développés, la moitié du coût d'un produit agricole, est le résultat des marges des industriels et des distributeurs. Donc c'est juste, les intermédiaires en fait. Plus de la moitié du prix, c'est les intermédiaires. Et donc pour faire ça, plusieurs, initiatives et par exemple celle des AMAP. Ici, je vous ai mis l'exemple de celle de Reims qui s'appelle Reims ta salade, avec un jeu de mots incroyable. Le concept c'est d'AMAP et AMAP ça existe pas que à Reims, ça existe à plein d'endroits. Les AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est arrivé en France en 2001 et en fait le concept c'est un partenariat entre une association de consommateurs et une ferme avec un système de distribution de paniers composés de produits de la ferme. Voilà, par exemple, si vous avez des paniers d'AMAP, en fait, toutes les semaines, les gens qui sont adhérents à l'AMAP, récupèrent leur panier, de légumes proposés par un producteur local, c'est parfois bio, et cetera et ça permet d'encourager la production locale. Ça enlève les intermédiaires, hein, c'est l'exploitant qui amène directement ses paniers et les consommateurs qui viennent les chercher directement. Hem donc pas d'intermédiaire, ça fait une garantie de revenus pour le producteur et des produits frais et de saison pour le consommateur. Donc ça, c'est ce genre de système qui se développe un petit peu, progressivement. Alors, c'est très beau de parler de tout ça, il y a des limites, hein, à l'application de cette agriculture durable. Je vais pas développer trop juste pour des questions de temps, mais je vous en donne quand même quelques exemples. Déjà, pour certains pays, c'est pas une priorité de faire de l'agriculture durable. Dans les pays pauvres, la quantité des denrées alimentaires, c'est le plus important, ainsi que leur répartition, que toute la population puisse en bénéficier. Il y a un problème de productivité, puisqu'il y a moins d'entrants, il y a moins de rendement, donc il faudrait soit augmenter les surfaces pour avoir autant de productivité, soit des changements dans les modes d'alimentation et notamment, on a vu l'élevage extrêmement consommateur en ressources. Il faudrait arrêter ou au moins très fortement diminuer la consommation de viande pour que l'agriculture durable puisse nourrir l'ensemble de la population. Et enfin, il y a le problème du coût. Ça coûte plus cher, actuellement en tout cas, et il faut donc un marché prêt à payer plus cher pour une alimentation de qualité respectueuse de l'environnement, ce qui n'est pas le cas partout. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. En gros, on a vu dans ce premier CM, enfin premier avec moi, je crois que c'est le deuxième, la présentation des différents modèles agricoles et si on a parlé de tout ça, c'est parce qu'ils sont à mettre en lien très directement avec un développement rural qui est lui-même différencié selon les régions du monde. Et l'agriculture reste, une des activités, enfin vraiment, marquantes et enfin, qui font partie de la définition, du rural. Donc voilà, c'était important d'avoir, cette, réflexion sur, en fait, les systèmes agricoles dans le monde. Je vous souhaite une très bonne semaine.